Coucou, on se retrouve pour une petite vidéo un peu chill, pas trop prise de tête. Donc c'est parti, on y va. Vous l'aurez vu dans le titre, on part sur une vidéo où je vais vous présenter 10 livres que j'ai peur de lire, que j'ai peur d'attaquer. Il y a différentes catégories. Il y a une grosse partie de livres qui font partie de j'ai peur que ça ne me plaise pas pour différentes raisons et certains autres qui sont, c'est un peu différent. Donc je vais vous dire à chaque fois évidemment pourquoi. Je vais vous présenter ces 10 livres et je vais vous inviter en commentaire à voter pour un ou deux titres maximum que je dois absolument sortir en mars. Voilà. Donc vous pouvez voter pour 2 titres. Un, c'est bien aussi, hein, ne vous obligez pas, s'il y en a qu'un, c'est très très bien, et peut-être que je ferai une petite vidéo un peu dédiée à ce titre, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On ne va pas plus traîner en introduction, c'est parti, on y va avec le premier titre. Je vais commencer avec ceux qui me font peur parce que j'ai peur de ne pas aimer. J'ai tout d'abord Un étranger en eau Londres de Sofia Samatar, il me faisait extrêmement envie. C'était très vendeur, je crois que c'est Rémi sur Instagram, je sais plus encore une fois le pseudo, mais qu'il a très bien vendu et entre-temps j'ai vu des retours qui étaient quand même beaucoup plus mitigés, notamment Kelly je crois qui n'a pas trop aimé, donc j'ai un peu peur en fait, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je vais vous faire le résumé, alors peut-être que je vais pas lire tout le résumé, mais au moins pour que vous ayez une idée, même si je trouve que la couverture est assez évocatrice en soi, en termes de couleurs, etc. D'ailleurs elle est très très belle, c'est un argile, les argiles sont de manière générale très très beaux. On nous dit, fils d'un riche marchand de poivre, Jevik a été bercé toute son enfance par les contes et légendes de la lointaine au Londres, une contrée merveilleuse où les livres sont aussi communs qu'ils sont rares sur son île. Et voilà qu'à la mort de son père, afin de perpétuer le commerce familial, il doit se rendre en eau Londres. Malheureusement, le rêve tourne au cauchemar lorsqu'au lendemain du festival des oiseaux, il se découvre hanté par le fantôme d'une jeune femme. Je vais pas en lire plus. J'ai peur en fait parce que les retours que j'en ai vus disaient qu'il se passait absolument rien. Et autant je peux aimer ça, si c'est très réussi en termes d'ambiance, mais parfois il y a des livres où il se passe rien et l'ambiance c'est pas ouf, donc tout repose sur le fait que l'ambiance soit réussie et du coup je ne sais pas, en tout cas il me fait envie toujours, hein, sinon il serait plus là, ceux qui me font pas envie ne sont plus là, mais il me fait envie donc, mais j'ai peur d'y aller, en plus il est pas si petit que ça, c'est pas non plus le plus petit de mes bouquins, hein. Ça fait presque 400 pages, ça reste un investissement en termes de temps, s'il faisait 100 pages ça serait pas pareil, donc voilà, je ne sais pas quoi en penser, je ne sais pas si je vais aimer, donc bon, je le mets au vote, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé, ce que vous avez aimé dedans, ou à l'inverse, même si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire, ça me permettra de me faire une idée, et puis parfois le fait que des gens aient pas aimé et leur argumentaire de pourquoi ils n'ont pas aimé, ça peut me donner envie en fait, parce que ça peut être des choses que moi j'aime, donc voilà, Un étranger en eau Londres me fait un peu peur. Autre livre que j'ai peur de ne pas aimer, j'en ai parlé récemment dans la vidéo Bookshelf Tour, il est lourd. Powerless de Lauren Roberts. En fait, dans le résumé, ça me faisait très envie, mais plein de gens l'ont lu et ne l'ont pas aimé, et notamment Cécilia. Alors je dirais pas qu'elle a détesté, mais a priori c'est pas incroyable. C'est de la romantaisie. Alors je peux aimer la romantaisie, j'ai rien contre en soi, mais j'ai pas envie de lire de la romantaisie comme il en existe 1000. J'en ai lu quelques-unes suffisamment pour ne pas avoir envie de relire encore la même chose. Je cherche un résumé. Est-ce qu'il y a un résumé sur ce livre ? Si, il y a un résumé. Donc on nous dit « Seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia. Seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont droit de vivre. Paedine fait partie des ordinaires, chassés et tués pour préserver cette société d'élite. Son existence même est un crime. Pour survivre, Paedine se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas jusqu'au jour où elle sauve, sans le savoir, l'un des princes d'Ilia. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge, une compétition brutale censée mettre en valeur les pouvoirs des élites, dont elle est entièrement dépourvue. » Voilà, donc on est sur un enemies to lovers. Alors est-ce qu'ils sont vraiment ennemis ? Ils sont peut-être pas individuellement en tant qu'individu ennemis, mais leurs deux statuts font qu'ils sont ennemis, puisque elle va
sauver le mec qui est censé la tuer, mais lui ne sait pas quel est ce qu'il doit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Dans l'absolu, ça peut être sympa. L'histoire en soi, l'épreuve et tout, ça peut être très sympa. Mais a priori, c'est quand même très pompé sur plein de dystopies qu'on a pu voir passer. Et j'ai peur du coup de trouver ça pareil, mais moins bien. En fait, c'est toujours le risque quand quelque chose ressemble à quelque chose d'autre, c'est qu'on trouve ça pareil en moins bien. Ça m'est déjà arrivé. Donc c'est pour ça que j'ai un peu peur de le sortir. Et pareil, il est énorme. C'est un service de presse. Il faudrait quand même que je le lise pour vous en faire un retour, mais ça fait 600 pages. Donc forcément, on y réfléchit à 2 fois avant de se lancer là-dedans. Mais si vous l'avez lu, encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis. Il a cartonné aux États-Unis. Après, j'ai un peu l'impression qu'il y a que ce qui cartonne aux États-Unis, c'est un peu fake, dans le sens où c'est ce qui a été bien vendu, bien commercialisé, bien mis en avant par les maisons d'édition, et que c'est pour ça que ça cartonne. Et je sais pas si ça veut dire que c'est de la qualité pour autant. Après, les retours des États-Uniens sont assez bons dans l'ensemble, donc je ne sais pas du tout. Peut-être que je vais aimer, peut-être que je vais trouver ça pas trop cliché, parce que je suis pas non plus une très grande adepte de trucs d'épreuves et de dystopie. Enfin, j'en ai pas lu des milliers, c'est ça que je veux dire. Donc peut-être que moi, ça va pas trop me choquer. Je ne sais pas du tout quoi en penser. Mais du coup, c'est vrai que j'ai un peu peur d'y aller, honnêtement. Donc voilà, je ne sais pas. Je le mets au vote. Je vous laisse me donner votre avis, vos conseils, vos recommandations. À votre avis, est-ce que je vais aimer ou pas? Le 3e livre qui se retrouve ici, pareil, j'en ai parlé dans ma vidéo Bookshelf Tour. C'est dur à dire, Bookshelf Tour. Bref, c'est La clé d'obsidienne qui est un tome 1, je crois. Donc Fleur fantôme de Cindy Von Wilder Zanetti. Parce que le résumé avait l'air sympa, mais en fait, quand j'en ai vu des retours, et puis je connaissais pas Chatterley à l'époque, mais Chatterley, c'est vraiment de la romance. Et là, ça a l'air d'être de la dark romance, en l'occurrence. Donc, on nous dit, un monde dominé par la magie du dieu soleil, une lutte sans merci entre 8 jeunes femmes pour conquérir l'empereur. Zina est prête à tout pour la victoire, mais l'éveil d'un désir interdit vient tout compromettre. J'aurais pu m'en douter avec ça, hein, j'aurais pu m'en douter, mais je crois que j'avais pas lu ça, moi, en fait. Moi, j'avais lu ce qu'il y a après, qui est l'Empire de Paël est en crise, l'empereur se cherche une nouvelle épouse. Pour ce faire, il programme l'Aïotre. 8 candidates vont participer à ce tournoi redoutable, à l'issue duquel la gagnante deviendra impératrice. Pour celle qui échoue, c'est la mort assurée. Et voilà, après, secret, je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté clairement de l'ambiance hyper sexualisée du bouquin, mais je suis passée à côté et les petites flammes me disent clairement que ça va être extrêmement olé olé, ce qui n'est pas forcément quelque chose que je trouve incroyable, sauf si c'est très pertinent dans l'histoire, ça peut totalement. Ça peut être un axe de réflexion pertinent, mais j'ai peur que là, on soit dans du smut pour du smut. Donc vraiment, celui-ci, je pense que c'est un de ceux que j'ai le plus de mal à sortir et qui, je pense, a le plus de chances de me déplaire. Mais après, si vous êtes vicieux ou vicieuse et que vous voulez me voir un livre que potentiellement je vais détester, vous pouvez totalement voter pour lui, je ne vous en voudrais pas. Au moins, il serait sorti. Et puis comme c'est un service de presse, je n'ose pas m'en débarrasser, alors qu'en soi, j'ai envie de vous dire... Rien ne m'engage à rien, mais bon, voilà, écoutez, je ne sais pas. Je suis passée à côté de clairement un pan de l'histoire assez important et à mes dépens. Je sais plus à combien de livres j'en suis. Je crois que je suis au 4e. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, 4e. Alors, 4e livre. Lui me fait peur. C'est Le Dieu dans l'ombre de Megan Lindholm. Pourquoi j'ai un peu peur de l'attaquer? Parce que j'ai cru comprendre que la relation entre la jeune femme de l'histoire, donc Evelyn, et le faune, ou je ne sais quel, oui, le faune, il y a aussi des scènes de smut un peu chelou, je crois. Je crois que c'est Lorraine des mots de l'imaginaire. Oh là là, je sais plus. Bon bref, Lorraine, vous voyez qui est Lorraine, je pense, qui l'a lu et qui a dit que c'était assez dérangeant. Alors après, ça veut pas dire que c'est mauvais, ça peut clairement dénoncer des choses, ça peut être très bien fait, mais moi, honnêtement, les trucs avec des espèces de créatures humanoïdes animales, ça me dégoûte. Voilà, et c'est aussi pour ça que j'ai un peu peur de lire Bride d'Ali Hazelwood, c'est que je trouve ça un peu dégueu, je vais pas vous le cacher. Donc voilà pourquoi j'ai peur de le lire. Je suis persuadée en soi que ça va être très très chouette parce que c'est Robin Hobb, mais j'ai peur de ça en fait, j'ai peur de ces scènes qui potentiellement vont m'écœurer en fait. Donc on nous dit Evelyn a 25 ans, un époux, une belle famille et un enfant de 5 ans. Quand elle était jeune fille, elle avait la compagnie des forêts de l'Alaska, de la poésie de la nature et de pans un faune mystique. Elle n'aurait jamais cru que la créature irréelle surgirait à nouveau dans sa vie d'adulte et agiterait en elle ses émotions fantasmatiques et sensuelles. Vous voyez clairement, il y a un truc chelou. À mi-chemin entre la civilisation et la nature, sous le couvert des arbres glacés, Evelyn devra faire face à des choix terribles. Trouvera-t-elle ce qu'elle cherche dans l'ombre?
Voilà, je ne sais pas. Même si je pense qu'au demeurant, ça peut être très très bien. Voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez lu et qu'en avez-vous pensé? J'ai très envie de le sortir, ça n'empêche en rien, hein, j'ai toujours autant envie de le lire, mais j'ai un peu peur, voilà. Bref, je sais pas, ça peut être tout ou rien, ça peut être absolument génial malgré les scènes dérangeantes, comme juste dégueu. Je ne sais pas quoi en penser. Ensuite, livre suivant, c'est celui-ci, pareil, j'en ai parlé, le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence. Pourquoi j'ai peur de le sortir? Parce que autant le résumé est incroyable, autant les retours sont franchement pas très bons. Ceci étant dit, je ne suis pas forcément toujours de l'avis de tout le monde, en fait. Parfois, j'ai des avis un peu divergents, donc je me dis que je peux peut-être quand même aimer, mais a priori, il se passe pas grand-chose et c'est long à démarrer. Donc, à voir. Ici, on nous dit « Evar a passé toute sa vie prisonnier d'une salle remplie de livres, plus ancienne que les empires, plus vaste qu'une cité. Livira vivait aux confins de la civilisation où rôdent les cauchemars et où nul ne se rend. Lorsqu'elle est arrachée à son village, elle se consacre à l'étude des mystères qui irriguent la grande bibliothèque, cœur battant du royaume. Ils n'étaient pas censés se rencontrer. Dans la bibliothèque, leurs chemins se sont pourtant croisés. Leur histoire s'entrelace alors à travers les univers et le temps. Faites de vérité et de mensonges, elles se confondent. Dans ce périple où la connaissance érode les certitudes, la plume a beau être plus puissante que l'épée, elle n'empêchera pas le sang de couler ni les cités de brûler. Je sais pas. Ça peut être génial, ça peut être incroyable, comme ça peut être très très chiant si c'est pas très bien exécuté. Donc je ne sais pas, vraiment je vous dis les retours sont pas ouf, hein. C'est un tome 1, donc vraiment je suis à la fois intriguée et à la fois, encore une fois, c'est un pavé. Donc forcément j'ai un peu plus de mal à y aller en sachant que potentiellement je pars pour 600 pages. Pas ouf, alors je peux l'abandonner évidemment, mais c'est un cadeau de mon frère, donc j'ai pas envie de l'abandonner, mais voilà, du coup je suis partagée, je ne sais pas. Si vous l'avez lu, encore une fois, je vous attends dans les commentaires pour me donner votre avis. Encore un tome 1, encore un pavé et encore un livre que je ne sais pas si je vais aimer, c'est le tome 1 de Nevernight de J. Christophe, N'oublie jamais. Dans l'absolu, je suis curieuse. Il y a vraiment des mots-clés qui me parlent dans ce bouquin, mais j'ai peur, je sais pas à quoi m'attendre en fait. Des gens qui ont aimé, j'ai pas forcément beaucoup de goût en commun avec eux. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai vus. Il y a peut-être des gens que j'aime beaucoup qui ont beaucoup aimé. Mais je sais pas, j'y vais pas aveuglément, disons. D'autant que, encore une fois, c'est un énorme pavé et que c'est en 3 tomes. Ici, on nous dit « Fille d'un traître dont la rébellion a échoué, Mia Corvair parvient de justesse à échapper à l'anéantissement des siens. Livrée à elle-même et sans amis, elle erre dans une ville dite construite sur les ossements d'un dieu mort, recherchée par le Sénat et les anciens camarades de son père. Elle possède un don pour parler avec les ténèbres qui va la mener tout droit vers un tueur à la retraite et un futur qu'elle n'a jamais imaginé. À 16 ans, elle va devenir l'une des apprenties du groupe d'assassins le plus dangereux de toute la République, l'Église rouge. Trahison et épreuve l'attendent dans les murs de cet établissement où l'échec est puni par la mort. Mais si elle survit à cette initiation, elle fera partie des élus de Notre-Dame du Saint-Meurtre et elle se rapprochera un peu plus de la seule chose qu'elle désire, la vengeance. En fait, si vous voulez, ce qui me fait peur, c'est que je crois que le 1 a plutôt bien marché, mais que dans le 2, je crois, la jeune fille qui est très jeune, hein, on dit bien qu'elle a 16 ans, a des relations avec, enfin une relation peut-être, ou des relations, je ne sais pas, avec des hommes plus âgés, et que, a priori, c'est plutôt romantisé que dénoncé. Donc vous voyez, il y a des vibes un petit peu à la Anatrice, mais peut-être en fantasmé plus que dénoncé. Donc j'ai un peu peur, et puis j'ai cru comprendre qu'elle n'était pas très bien traitée, que c'était assez sexiste. C'est encore une fois des choses qui sont rédhibitoires pour moi, mais je vous le redis, ce qui me fait vraiment peur, c'est que c'est a priori pas dans le tome 1 que c'est le plus évident, mais dans la suite. Donc c'est-à-dire que si j'aime le tome 1, je vais avoir envie de lire la suite, et je vais être dégoûtée. Donc je suis vraiment perplexe et un peu inquiète. Encore une fois, je compte sur vous, d'autant que ça a vraiment très très bien cartonné, donc je pense que plein d'entre vous l'ont lu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment si sexiste et dérangeant? Voilà, je ne sais pas. Donnez-moi votre avis. J'ose pas y aller à cause de ça, mais en même temps, je suis hyper curieuse parce que vraiment, il y a plein de trucs que j'aime là-dedans. L'histoire de meurtre, de trahison, de groupes d'assassins et tout, c'est des trucs que j'adore. On va passer aux 4 derniers livres qui ne font pas partie des livres que je n'ose pas commencer parce que j'en ai vu des mauvais retours ou parce que j'ai peur de ne pas aimer. C'est d'autres peurs que j'ai autour de ces livres-là et je vais vous en parler tout de suite. Le 7e livre, c'est Shining de Stephen King. Je vais pas vous relire le résumé, je pense que tout le monde connaît le résumé de près ou de loin de Shining. Pourquoi je n'ose pas l'attaquer? Parce que j'ai peur d'avoir peur. Je vous cache pas
que le film, bien qu'il ne soit pas forcément le meilleur film du monde d'après les retours que j'ai pu en avoir, m'a terrorisée. Je l'ai pas vu en entier, mais le peu que j'ai vu, j'ai été terrorisée. Ça me terrorise ce genre d'histoire. Donc j'ai peur que le livre soit meilleur que le film et que du coup j'ai vraiment très très peur. J'ai eu des retours qui me disaient que ça faisait flipper, pas tout le temps, mais il y avait des scènes assez flippantes et c'est pour ça que je n'ose pas l'attaquer. Alors après je pourrais trouver des parades, le lire en journée à des moments où j'ai moins peur, mais voilà, du coup je repousse, d'autant que c'est pas un livre de ma palle directement à moi, puisque ce n'est pas un livre à moi, mais en même temps j'ai très envie de le lire parce que Stephen King fait aussi de très bonnes choses, donc j'ai envie de le lire, mais je flippe de flipper. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas encore lu, malgré sa beauté, malgré l'attirance que j'ai pour lui, c'est que je flippe de flipper, tout simplement. Donc si vous l'avez lu et que vous êtes assez sensible à ce genre de truc, dites-moi si vous avez été terrorisé. Si vous êtes quelqu'un que rien n'effraie, c'est pas la peine de me dire ça fait pas peur. Voilà, hein, on est d'accord, soyez pas vache. Ensuite, on passe au 8e livre. C'est Le cadeau de Pénélope, c'est Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery. Pourquoi j'ai peur de l'attaquer? Parce que le 1 a détruit mon petit cœur. J'ai tellement pleuré à la fin du 1. J'ai été si émue et triste aussi que j'ai peur, encore une fois, que Maud Montgomery me prenne par les sentiments et me fasse souffrir en fait, parce que je suis pas quelqu'un qui aime pleurer en lisant. Honnêtement, même les belles émotions, c'est pas mon délire. Voilà, j'aime pas pleurer, j'aime pas ça me met dans un mood après qui est franchement, voilà, je suis toute morose et tout. Donc j'ai aimé le 1, j'ai trouvé que c'était bon, c'était chouette, c'était prenant, les 3/4 du bouquin étaient assez légers, bien que ça parle de choses qui ne le soient pas tant que ça, mais il y a une façon d'être et d'écriture qui font que c'est quand même assez léger, mais la fin, mais j'ai été au fond du trou. Donc là j'ai peur d'être à nouveau au fond du trou. Donc encore une fois, pareil, si vous l'avez lu, est-ce que je vais encore pleurer comme à la fin du 1 ou est-ce que ça va mieux se passer pour moi? Et peut-être que si vous me dites qu'il n'y a rien d'aussi triste que ce qui se passe dans le 1, eh bien, je l'attaquerai très bientôt parce que vraiment, ça, pour le printemps, je pense que c'est absolument parfait. Avant, dernier livre de cette sélection, lui, ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur de rien comprendre. Voilà, je vais vous le faire en version courte. C'est Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, quoique traduit des États-Unis. Donc peut-être, je sais pas, de Simon, bon, bref, vous avez compris. Cantique pour les étoiles. Donc, on nous dit, l'humanité a quitté la Terre, devenue inhabitable voilà 1000 ans. Elle vit aujourd'hui dans d'immenses stations spatiales conçues et gérées par des multinationales et se déplace entre les étoiles par la poche, une contraction de l'espace et du temps. Quelques semaines dans la poche se traduisent par des années, voire des décennies en temps réel, condamnant ceux qui y transitent à une vie de solitude. C'est le cas de Nia Imani, capitaine d'un cargo assurant la liaison entre Mumbai V et la station Pélican. Un jour, une capsule d'origine inconnue s'écrase à la surface d'Mumbai V, Mumbai 5, pas V, je pense que c'est 5 plutôt, je sais pas trop. À son bord, un enfant indemne mais muet que Nia accepte de ramener aux autorités compétentes. Voilà, je vais pas forcément vous en dire plus, mais j'ai vu pas mal de gens qui ont été découragés par le début. Alors, est-ce que c'est parce que c'est de la science-fiction complexe? Je sais pas. Est-ce que c'est l'écriture de l'auteur qui est complexe? Je ne sais pas. Mais en fait, j'en sais pas grand-chose de plus. J'ai pas vu tant de gens que ça le lire, mais j'ai cru comprendre que c'était quand même fallait rentrer dedans et que c'était pas évident. Et c'est un peu ça qui me fait peur. J'ai peur de m'arracher les cheveux, du coup je repousse le moment de le lire, j'essaie de trouver un moment où je suis vraiment détendue, où je suis tout chakra ouvert et prête à tout comprendre, mais ce moment n'arrive jamais parce que je ne suis jamais totalement détendue, donc je ne l'attaque jamais, alors que ça se trouve pas du tout en fait, c'est juste des personnes qui sont peut-être pas habituées à la SF, ou je sais plus qui a eu des avis disant que c'était un peu compliqué, ou alors ça se trouve si, j'en ai aucune idée, et du coup je repousse cette lecture alors que ça me fait extrêmement envie, donc je compte sur vous pour m'en donner votre avis, quelle est votre opinion sur le sujet, et puis éventuellement vos votes si vous pensez qu'il faut absolument que je lise Cantique pour les étoiles. Voici donc venu le temps de parler de ma dernière lecture, et là si j'ai peur de la sortir, c'est parce que je l'ai tellement laissé traîner que je suis dans ce cercle vicieux où je me dis de toute façon ça fait tellement de temps qu'il traîne que c'est plus une priorité, mais j'ai toujours autant envie de le lire pour le coup, et je pense plus le temps passe et plus les retours arrivent, plus je pense que je vais l'aimer. Sans surprise, L'ours et la renarde de R. On se dort. Donc moi j'ai la duologie complète dans cette version intégrale que j'ai achetée il y a bientôt 3 ans je pense. Je pense que je vais aimer. Je suis quasi sûre d'aimer. J'ai eu des retours qui étaient très très bons, notamment celui de Lucie de la chaîne Salade de Livres qui a adoré, qui m'a dit que j'allais adorer parce qu'on a vraiment des goûts très 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 proches en termes de lecture.
Mais voilà, je sais pas, du coup il y a, vous voyez, ce cercle vicieux qui s'est mis en place où plus je le traîne et plus je le traîne et plus je le traîne et on n'en sort jamais. Donc, moralité, je compte un peu sur vous pour m'aider à le sortir éventuellement. Si vous avez envie de me voir le lire, je cherche s'il y a un résumé, mais je crois pas qu'il y ait vraiment de résumé à ce bouquin. Si, il y a un résumé à l'intérieur. Je suis mauvaise langue. Donc, résumé. Souviens-toi, reste toujours un pas derrière elle. Si je vois une seule égratignure sur elle, tu seras fouetté. L'année de ses 15 ans, Auroch est vendu comme esclave à la maison. La maison, cet édifice gigantesque, ce lieu d'où on ne revient pas. Là-bas, on dit que tout n'est qu'or, soie et bijoux précieux. Là-bas vivent les renardes, ces dames mystérieuses qui règnent sur son peuple. Auroch refuse de courber les chines. Il est prêt à tout pour retrouver son frère, perdu dans les entrailles de la maison. Mais lorsqu'on lui confie une petite renarde boiteuse, leur vie à tous les deux s'en retrouve bouleversée. Mêlés d'amour et de trahison, leur histoire risque de mettre leurs deux peuples en danger. Voilà, a priori c'est très dur, ça fait pleurer aussi d'ailleurs, mais c'est très chouette, c'est très très bon, et c'est très engagé, et j'ai très envie de le lire, et tout est là pour que je le fasse, que je le lise, que je l'aime, que je vous en reparle, mais il traîne depuis si longtemps que je n'arrive pas à le sortir. Voilà, je n'ai aucune autre raison de le laisser traîner, si ce n'est qu'il traîne depuis si longtemps que je me dis, de toute façon, je suis plus à ça près. Mais c'est un peu stupide comme raisonnement, d'autant que je suis dans l'objectif de sortir des reliques. Donc voilà, celui-ci est aussi au vote. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo. Alors vous avez vu, c'est une vidéo pâle, c'est une vidéo un peu chill, c'est une vidéo sans... Voilà, je n'ai rien à dire des livres parce que je ne les ai justement pas lus, mais je compte sur vous pour me choisir une lecture à sortir. Et encore une fois, si ça vous tente, dites-moi en commentaire, je ferai peut-être une vidéo un peu dédiée ou une sorte de vlog autour uniquement de ce livre-là, où je vous ferai des updates au fur et à mesure et où on parlera en profondeur de ce livre, en sachant que ça peut être un livre qui m'énerve en fonction de ce pourquoi vous votez, comme un livre que je peux adorer, hein. Vous êtes totalement maître et maîtresse de la situation. En attendant, je vais vous laisser. Je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça soutient mon travail, et à commenter si vous en avez envie, bien évidemment. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!